Les deux premières vidéos concernaient le choix ou la construction de la pluie comme donnée d'entrée du problème. Ici, on est au stade suivant, c'est-à-dire être capable de calculer un débit de ruissellement pour la pluie sélectionnée. Donc, l'acquis d'apprentissage visé ici, c'est la manipulation des modèles de transformation pluie-débit. Alors avant de voir ces modèles en eux-mêmes, définissons, ou en tout cas quelques rappels sur le coefficient de ruissellement que vous avez déjà abordé. Donc le coefficient de ruissellement à la base c'est un ratio, c'est le ratio entre la surface qui participe au ruissellement sur la surface totale de votre bassin versant. On a tendance, en tout cas en hydrologie urbaine, à l'assimiler au coefficient d'imperméabilisation, c'est-à-dire le ratio entre les surfaces imperméabilisées et la surface totale du bassin versant. On retrouve beaucoup de sources pour calculer ce coefficient de ruissellement. Généralement, on essaye d'affecter un coefficient par type d'occupation des sols, ce qui tombe assez bien parce que la plupart des maîtres d'ouvrage disposent d'une couche SIG qui s'appelle le mode d'occupation des sols. Et donc du coup, avec une requête SIG, on peut calculer une moyenne pondérée par les surfaces pour avoir un coefficient global sur votre bassin versant, même si celui-ci n'est pas homogène en termes d'occupation des sols. Donc comme je le disais, il y a pas mal de sources. Généralement, on va essayer au moins de découper par rapport au type d'habitat. Est-ce que c'est du pavillonnaire ou du collectif, au type de voirie ou au type d'activité. Voilà. Et quand on fera un découpage en bassin versant, du coup, on essaiera d'avoir quelque chose quand même un petit peu homogène, même si, comme je l'ai dit, en travaillant avec des SIG, on peut faire des moyennes pondérées. Du coup, ce cours va aborder 4 méthodes pour calculer un débit de ruissellement. 2 méthodes qui permettent de calculer un débit max, donc pas tout un hydrogramme, mais seulement le débit max. Et justement, 2 méthodes qui permettent de calculer tout un hydrogramme. Ce sont d'ailleurs les méthodes qu'on aura tendance à retrouver dans les modèles de modélisation de réseau, type MikeUrban, Infoworks, Canoë. Alors, la première méthode qui est la plus simple, c'est la méthode rationnelle. Q égale CIA. Donc c'est une méthode qui est quand même plutôt logique, hein. Si je considère la pluie qui tombe sur une surface donnée A, eh bien I fois A, ça va faire des millimètres par heure fois des hectares, donc j'ai bien un volume par heure, c'est bien assimilé à un débit. Et seule la surface imperméabilisée contribue à ce débit, donc je multiplie le tout par C. Et le 2,778 qu'il y a devant, il ne faut pas se laisser impressionner, c'est qu'en fait, côté unité dans cette formule, on a un petit peu de tout, hein. C sans unité, I est en millimètres par heure, A est en hectares, et à la fin, on sort des litres par seconde. Ben, si vous prenez votre temps, que vous écrivez calmement les unités de chacun et que vous faites vos conversions, le 2,778 va émerger tout seul. Voilà, donc première formule qui permet donc de calculer directement un débit de pointe, puisqu'en fait, I, c'est l'intensité moyenne maximale, donc Q, le débit de pointe, et qui obtient généralement des résultats assez similaires à la méthode suivante, qui est la méthode de Kako. Cette méthode, on l'a vu apparaître donc, dans la fameuse instruction technique de 1977, donc elle a longtemps été une référence, à savoir tout de même qu'il y a plusieurs formulations. Donc ici, on voit la formulation telle qu'elle est sortie dans l'IT 77. Formulation qui fait intervenir les coefficients A et B de Montana. On trouve d'autres formulations. Il me semble que le LESU a sorti un nouveau jeu de coefficients en 2004, à vérifier quand même du point de vue de la bibliographie. Cette méthode-là fait aussi intervenir un coefficient d'allongement. C'est-à-dire que les résultats vont varier suivant, on va dire, les propriétés morphologiques du bassin versant. Je ne vais pas en dire plus sur cette méthode, vous trouverez tout dans ce cours ou dans d'autres références. Encore une fois, je recommande plutôt la mise en œuvre de la formule rationnelle, qui est plus simple et donc moins source d'erreur, pour une incertitude, à mon avis, équivalente. Alors, quand on ne veut pas obtenir simplement un débit max, mais tout un hydrogramme, on a deux autres méthodes. Ici, la méthode rationnelle adaptée. Imaginez que ces lignes-là, ce doivent être des lignes isochrones, c'est-à-dire qu'il faut en même temps une goutte d'eau pour ruisseler de là à là, que de cette ligne à cette ligne, cette ligne à cette ligne, et ainsi de suite, jusqu'à l'exutoire. Et maintenant, je vais considérer différents pas de temps
qui seront justement le temps nécessaire entre deux isochrones, nécessaire à l'eau pour atteindre d'une isochrone à l'autre. S'il pleut à t égale 0, si je considère T1, à T1, l'eau qui est tombée ici est arrivée là. Elle n'est donc pas à l'exutoire. L'eau qui est tombée ici est arrivée là. Elle n'est pas non plus à l'exutoire. Et ainsi de suite. Seule l'eau qui est tombée ici à t égale 0, à T1 est arrivée à cet exutoire. Donc à T1 sera arrivé quoi? Ben, C I1A1, C1I1A1, excusez-moi, et en fait on va noter I11, c'est-à-dire l'intensité du bassin versant 1 au temps 1. Au temps T2, ce qui est tombé à t égale 0 est maintenant ici, c'est toujours pas l'exutoire. Ce qui est tombé au temps T0 ici est arrivé ici à T2, donc toujours pas l'exutoire. Par contre, ce qui est tombé ici à t égale 0 est arrivé là maintenant à T2. Ce qui est tombé ici à T1 est arrivé là à T2. C'est pour ça qu'on a deux contributions à T2. On a la contribution du bassin versant aval, ici, enfin de la partie aval, et la contribution au temps T1 de cette partie-là du bassin versant. Donc en fait on combine, c'est-à-dire plus c'est loin, plus ça va arriver tard. Et donc au fur et à mesure vont s'accumuler les différents hydrogrammes, et donc on va pouvoir calculer comme ça un débit dans le temps. Donc ça c'est la méthode rationnelle adaptée. Il y a aussi la méthode dite du réservoir linéaire, donc ça c'est un modèle conceptuel. C'est le modèle qu'on retrouve dans tous les logiciels de modélisation de réseau, excepté Swim, donc Canoe, Infoworks, MikeUrban. Et donc, ce modèle assimile un bassin versant à un réservoir dans lequel il pleuvrait et qui serait vidangé par un orifice. Autrement dit, l'orifice, c'est l'exutoire du bassin versant. Et donc on va considérer que le volume, la variation du volume dans le bassin versant, c'est la différence des débits, entre le débit entrant, la pluie, et le débit sortant, le débit ruisselé, qu'on cherche à calculer. Et on va considérer que le volume dans le bassin versant est proportionnel au débit ruisselé via un paramètre de proportionnalité qui est le temps de réponse. Bon, ça, quand on réfléchit, le fondement de ça, est-ce que ça vient un peu de Torricelli? Et encore, hein, c'est pas si simple. Voilà, on ne sait pas trop d'où ça vient. D'ailleurs, c'est pas partagé par tout le monde. D'ailleurs, Swim, par exemple, le logiciel américain, lui utilise un modèle dit du réservoir non linéaire qui va plutôt permettre de calculer le débit sortant via une loi de seuil. Il va considérer une espèce de hauteur sur le bassin versant, la hauteur de pelle du seuil, ce sera les pertes initiales. Et donc il va plutôt assimiler une loi de seuil, donc on parle de modèle du réservoir non linéaire. Bref, tout ça pour dire qu'au final on a un système de deux équations. D'ailleurs on trouve des équations différentielles linéaires, donc ça se résout assez facilement, même avec Excel. Et on peut ainsi calculer un hydrogramme. Donc voilà pour cette méthode dite du réservoir linéaire. Alors là, on a vu 4 méthodes pour calculer à chaque fois un débit à l'exutoire d'un bassin versant. Mais on va devoir des fois, si la zone d'étude est grande, découper cette zone d'étude en plusieurs bassins versants. On y reviendra notamment dans les exercices d'application. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il existe deux types de configurations pour combinaison de bassins versants. Soit les bassins versants se rejoignent, c'est-à-dire que chacun a un exutoire, mais in fine l'eau va aboutir à une sorte de jonction. Donc il y a une sorte d'exutoire en commun, et ça c'est la configuration dite en parallèle. La deuxième configuration possible ici, c'est si les eaux qui ruissellent par un bassin versant traversent ensuite un deuxième bassin versant. Donc là c'est une configuration dite en série. Ce qui se passe, on va le voir tout à l'heure dans une application un petit peu simple, mais vous, pour mettre en œuvre les différentes formules vues dans ce cours, dire Montana, méthode rationnelle, vous allez avoir besoin des paramètres morphologiques de chacun des bassins versants. Sa surface, sa plus grande longueur, son coefficient de ruissellement et sa pente. Eh bien, pour combiner, vous allez devoir calculer les paramètres morphologiques d'un bassin versant équivalent selon ces formules. Donc, que ce soit en série ou parallèle, le bassin versant équivalent, il aura sa surface, c'est la somme des surfaces des bassins versants. Vous voyez, par exemple, pour la plus grande longueur, quand on est en série, on somme les plus grandes longueurs, ce qui, entre parenthèses, aura tendance à diminuer le débit de pointe, alors que pour une configuration en parallèle, on prendra le max des deux. Et voilà, ainsi de suite. Ensuite, pour le coefficient de ruissellement, on prend à chaque fois une moyenne pondérée par la surface. Et pour la pente, c'est une formule un petit peu particulière que je ne commenterai pas du coup. Et donc, si on prend une application, alors mettons que j'ai ce réseau-là, avec ce gros bassin versant.
J'ai besoin de diviser, de fractionner ainsi, on va dire en 4 sous-bassins versants. Bien, on voit ici que je vais commencer d'abord par le calcul du débit ruisselé par le premier bassin versant. Je vais ensuite l'associer en série avec le deuxième bassin versant, puisque toute l'eau qui ruisselle là va traverser ici. Je vais ensuite calculer mon bassin versant numéro 3. Et on voit que le bassin versant numéro 3 d'une part et les bassins versants, les bassins versants série 1 plus 2 d'autre part aboutissent à une jonction ici. Donc leur configuration ici est en parallèle. Du coup, je vais calculer BV3 parallèle à BV1 et 2 en série. Et tout ça, in fine, eh ben, traverse le BV4. Donc tout ce gros bassin versant, 3 en parallèle de 1 et 2 en série, je vais calculer en série avec 4. Voilà, donc ça c'est une illustration de combinaison de bassins versants qu'on va mettre en œuvre dans un exercice. Alors au final, à titre de synthèse, on va appliquer tout ça dans une démarche type, j'allais dire papier-crayon, mais en fait on va plutôt le faire sous Excel. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est une démarche simplifiée en mode pré-projet. Si vous avez un bassin versant donné, par exemple celui-là, ou une combinaison de bassins versants, ce que vous allez faire pour chacun d'entre eux, vous allez calculer un temps de concentration. Pour rappel, le temps de concentration d'un bassin versant, c'est le temps mis par la goutte qui tombe au point le plus éloigné de l'exutoire pour le rejoindre. Hein, bien sûr, le parcours, il peut être en partie en superficiel et en partie dans le réseau, en tout cas en hydrologie urbaine. Ce temps de concentration, vous allez l'évaluer avec une formule type. Alors, des formules, il y en a des myriades. Je vous conseille par exemple en milieu urbanisé d'utiliser Kirpich 2. Faites bien attention aux unités, encore une fois, on a une surface en kilomètres carrés, P va être sans unité, et tout ça pour aboutir à un temps en minutes. Donc, vous calculez votre temps de concentration, vous l'injectez dans la formule de Montana, donc vous allez calculer A fois TC, temps de concentration puissance moins B. A et B, vous allez les choisir en fonction de la période de retour utilisée. Donc je ne sais pas si ici j'ai besoin de 10 ans. Je vais prendre A et B pour 10 ans, en vérifiant qu'ils sont adaptés à mon temps, hein, puisqu'on avait vu qu'il y a des A et B pour des temps des dures intenses de 6 minutes à 120 minutes, et des A et B pour des temps des dures intenses plus grandes. Bref, donc je calcule une intensité moyenne max en utilisant le temps de concentration pour, euh, pour la durée intense. Et du coup, ce I que j'aurais obtenu, je l'injecte dans ma formule rationnelle pour calculer un débit max. Voilà, donc ça, on le fait ici pour le temps de concentration pour avoir une première approche, mais vous pouvez très bien faire un test de sensibilité en faisant la même démarche aussi avec la moitié de TC et une fois et demi TC. Et donc vous aurez trois résultats et vous verrez pour lequel des trois votre réseau est le plus vulnérable.